Tout à l'heure, nous parlions de Jean Tortel. Jean Tortel est un des poètes les plus conséquents et les plus fins qui ait eu dans la seconde partie du XXe siècle. En partie, son œuvre est occultée, on ne trouve pas ses ouvrages. Ils ont été édités par André Dimage, par Gallimard, mais il n'est pas disponible. Et alors j'aurais presque envie de dire qu'il y a une malédiction, quelque chose de très mauvais qui plombe comme ça les auteurs, les grands écrivains du Sud. C'est pas le cas de Charles Giono, mais ce serait peut-être le cas de Jean Tortel et provisoirement de Jean-Jacques Vitton. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit lié aux écrivains du Sud et qui est une malédiction de cet ordre-là. Et je pense que le cas de Jean Tortel et Jean-Jacques Vitton sont deux cas un petit peu différents. Bon, le cas de Tortel est spectaculairement incompréhensible pour de multiples raisons. D'abord, l'œuvre elle-même, l'œuvre conséquente. Jean Tortel a écrit une quarantaine de livres, si on compte toutes les publications de son vivant et les publications posthumes. Je parle là aussi sous l'autorité de Liliane, qui a consacré la première thèse de troisième cycle en littérature française à Jean Tortel, il y a une trentaine d'années, 40 ans, je ne sais plus trop, voilà, 40 ans. Donc il y a une œuvre abondante, il y a une œuvre qui est très très importante, singulière, originale, qui a vu ses pans publiés à la fois dans l'éphémère et dans tel quel. Et c'est le seul poète, il y a deux poètes de cette génération, il n'y a même que deux poètes qui ont publié dans tel quel et l'éphémère, c'est Francis Ponge et Jean Tortel. Tortel était un correspondant constant de Ponge, de Jacotet, ça a été un critique très aigu dans les Cahiers du Sud, il a été une sorte d'autorité morale et de passeur, entre guillemets, vers une modernité dont précisément Jean-Jacques Vitton, Gérard Arseguel, qui a été très proche de Tortel, Jean Taudrany, Joseph Guglielmi ont fait partie. Il a publié 4 livres chez Gallimard, 5 si on compte une anthologie. Et puis effectivement, éviction totale. Éviction totale parce que je crois que finalement, la personne Tortel, si je puis dire, n'était pas vraiment monnayable. Donc il ne pouvait pas servir dans des phénomènes qui sont des phénomènes, on va dire, de réseau, tout simplement, comme d'autres personnes pouvaient servir. L'isolement de Tortel voulu, donc les jardins, Avignon, etc. Bon, même s'il avait une position qui était une espèce de position de vieux sage qui recevait les poètes jeunes et moins jeunes au jardin, a certainement contribué à cet effacement-là. Et puis, il est peut-être avéré également que au moment où le travail de Tortel aurait pu être plus mis en avant, il y a eu d'autres personnes qui ont été plus profitables à certaines, par exemple, jeunes écritures qui s'en sont revendiquées de ces autres personnes et pas de celles de Tortel. Voilà. Alors, je fais une petite correction par rapport à ce que vous dites, en 2 temps. Premièrement, je crois que la vie des poètes chez les poètes et la vie des poètes dans l'esprit des personnes qui composent le cercle des lecteurs ou des futurs lecteurs n'est pas la même. C'est une évidence, c'est-à-dire que ceux qui sont des praticiens de la poésie au sens le plus ouvrier du terme, et ceux qui sont donc des lecteurs de la poésie, c'est la même chose. Aujourd'hui, que ce soit des gens de notre génération ou des gens un petit peu plus jeunes, savent très bien l'importance de Jean Tortel, je crois. Simplement, cette importance de Jean Tortel, elle n'a pas franchi, si on peut dire, un autre cap, sans du tout de hiérarchisation des choses. Pour ce qui concerne Jean-Jacques Vitton, puisque vous posez aussi la question à propos de Jean-Jacques, je dirais que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes, n'ont pas joué de la même manière, mais Jean-Jacques ne s'est jamais posé en poète théoricien, contrairement à d'autres. On sait très bien que dans cette génération, quand je dis génération, j'entends 1930-1950, bien entendu, on sait très bien que dans cette génération, ceux qui ont endossé, si je puis dire, l'habit du poète théoricien ou du théoricien poète, sont ceux qui, d'une certaine manière, ont pris la lumière. Je donne, et je le dis de façon parfaitement non péjorative, parce que ce sont des poètes que j'aime beaucoup pour leur travail propre, et qui sont pour certains des amis. Je prends 3 cas, simplement, Christian Prigent, Jean-Marie Glaise, et puis également Denis Roche. Alors, on voit très bien, alors même si Denis Roche s'est revendiqué d'une athéorisation, etc., c'est tout à fait faux, bien entendu, on voit très très bien que cette dualité-là est quelque chose qui les a mis forcément en avant. Voilà, forcément en avant.
sans juger le fait de savoir si c'est le versant théorique qui est le versant le plus important, le versant poétique le plus important. On a avec Jean-Jacques Vitton, puisqu'il est de cette génération, l'exemple de quelqu'un qui s'est intégralement, si je puis dire, consacré au poème. Ce qui ne veut pas dire que dans son poème, il n'existe pas de la théorie. La théorie, c'est la théorie dans la matière, bien entendu. Bon. Il n'a pas un dehors de réflexion, si on peut dire, sur le poème. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui a un petit peu mis de côté donc, son importance. Maintenant, tout ceci, c'est historicisable, c'est réversible. Et il n'est pas du tout évident que certaines des écritures qui ont joué de cette dualité poème-théorie, pour dire les choses très rapidement, de façon très schématique, ne passent pas à un certain moment au second plan par rapport à d'autres écritures qui, au fond, se sont engagées dans d'autres valeurs ou d'autres figurations, et qui l'ont fait avec une force et une cohérence réelle, et qui peut-être vont trouver justement, à cause de ça, leur actualité. C'est une drôle de question, mais ça me rappelle une rencontre avec René Char, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, avec qui j'ai pas mal parlé à la fin de sa vie. Et il m'avait dit, moi, tu sais, j'ai mené l'entreprise de ma Pléiade, de mon vivant, comme une opération militaire de résistance. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je pense effectivement que la culture, ça c'est Solers qui le dit, c'est la guerre, et qu'on peut entreprendre aussi des exercices, aujourd'hui on appelle ça, mais très vulgaire, de l'autopromotion. C'est ce qu'on apprend à faire d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend maintenant à faire dans les écoles d'art. Et je crois que face à des malentendus de lecture et à des postures, effectivement, certains personnages comme Tortel ou d'autres comme Vitton ont choisi d'autres manières d'être. Alors maintenant, effectivement, je pense qu'il y a un travail de la critique qui doit être fait, il y a un travail de l'université qui doit être fait, et Dieu sait si l'université quand même est responsable dans la littérature contemporaine quant au travail qui doit être fait. Espérons qu'il sera fait.